Parce que nous en avons marre des moralisateurs, des bien-pensants, des puritains, des donneurs de leçons à 2 balles, des rabat-joies et des casse-couilles. Parce que le rire est forcément violent et sale et qu'on ne peut rire que de tout. Parce que la France est née dans les couilles de Rabelais, parce qu'elle a enculé le monde avec La Fontaine, parce qu'elle a chié avec Michel Audiard, parce qu'elle s'est bourré la gueule avec Jean Gabin. On reçoit ce soir le Gargantua du rire, un homme bigger than life, la dernière légende de l'humour en France. Jean-Marie Bigard, bonsoir. Yes, quelle annonce. Tu m'as très bien décrit, et si je suis aussi l'héritier de Rabelais, je suis encore plus satisfait, tu vois. Alors on a tous ici été bouleversés par l'annulation de votre tournée de Var Matin. Surtout à cause d'une blague que vous faisiez depuis 30 ans et la crucifixion sur l'autel du politiquement correct, du féminisme. Est-ce que c'est l'esprit français qui disparaît ? Oui, enfin en tout cas, je suis la preuve vivante que les choses ont changé, puisque une blague que je racontais joyeusement depuis 30 ans fait que tout d'un coup je deviens le mec qui fait l'apologie du viol, quoi. Donc maintenant que je raconte cette blague tous les soirs sur scène, heureusement parce que je suis libre de le faire, je précise aux gens, je dis, si je dois vous le rappeler, je vais vous le dire, c'est une blague, hein. C'est-à-dire les personnages de la blague n'existent pas, hein. Donc je dis, c'est une femme qui n'existe pas, qui arrive chez un médecin qui n'existe pas non plus, tu vois. Et je raconte toute la blague comme ça, et ça fait rire les gens, et je suis obligé effectivement de rappeler ce que tu viens de dire très justement. Le rire est forcément violent. L'humour est forcément violent. C'est simple, je résumerai en disant, le bonheur fait pleurer. Le bonheur ne fait jamais rire. Quand à la fin du film, les deux amants se retrouvent, ils s'embrassent, il n'y a personne dans la salle, à part un demeuré qui fait « Ah, regarde, ils s'aiment !» Non, on pleure. Mais si une vieille dame glisse sur une plaque de verglas, si peu qu'elle fasse une jolie pirouette et tout le bordel, on est écroulé de rire. On va aller lui porter secours après. Mais le premier réflexe, c'est de rire avec, effectivement, notre malheur. Mais alors, le pire, c'est que la blague de la déchéance, c'était presque la plus soft du spectacle, en fait. Oui, bien sûr. J'ai beaucoup plus pire que ça. On peut raconter tout, on peut tout faire. Tu l'as dit tout à l'heure, tu n'as pas cité les auteurs, mais c'est Gustave Kerven et Benoît de Lépine. À la sempiternelle question, peut-on rire de tout ? Ils ont fait la réponse définitive, universelle. Ils ont dit, on ne peut rire que de tout. Sinon, on est mort. Et là, tout est dit. Et alors, ce qui a été terrible avec cette blague, c'est que beaucoup de vos amis vous ont abandonné. Et même, par exemple, vous l'aviez faite chez Cyril Hanouna, et vous lui avez demandé avant si vous pouviez la faire. Et après, il a dit, je sais pas ce que c'était, j'étais pas au courant. Ouais, c'est pas très grave, il a pris ma défense quand même, mais il est vrai que il me dit au début de l'émission, tu me réserves une petite blague pour la fin. Eh ben, je lui dis, je te fais la blague de la déchirure, qu'on connaît tous les deux par cœur. Il m'a dit, parfait. La blague arrive, le problème c'est que la chute, elle est un peu masquée. C'est-à-dire que le mec, il attrape la bonne femme, il la défonce, et il lui dit, voilà, ça c'est une déchirure. Rire, applaudissements, tout ce que tu veux. Et la dernière phrase de la blague, c'est, et ça c'est une tendinite. C'était pour lui montrer la différence entre une déchirure et une tendinite. La plupart de mes potes m'ont appelé et m'ont dit, mais ils sont cons, quoi. Ils t'ont niqué la chute, la dernière phrase. Alors ça y a été pour beaucoup, parce qu'évidemment, la blague n'est que violente, si jamais il la défonce, mais s'il lui dit à la fin, parce qu'elle vient trop souvent le voir, voilà, ça c'est une déchirure, ça c'est une tendinite. Il y a cette petite méprise qui a dû accélérer le mouvement, mais sinon, la commandanture, puisque maintenant il faut appeler le CSA comme ça, j'ai eu un merveilleux article dans Causeur, qui est un journal très respectable, avec des gens de talent, et où le mec disait qu'on était à 2 doigts de former une espèce de cellule qui rencarderait donc l'État si ton voisin ou ton collègue de travail a dit un truc homophobe, raciste, ou qui a fait la promo
sans le vouloir, en racontant une connerie de la pédophilie ou quoi que ce soit. Eh ben, il y a une cellule comme ça, pendant la guerre, ça s'appelle la commandanture. On va dénoncer son voisin juif ou autre chose. On dit, oh lui, il a pris dans la caisse et tout. Et malheureusement, c'est un peu français, hein. C'est béret, la baguette de pain, le drapeau, mais c'est vrai que on adore dénoncer son prochain. En plus, c'est En toujours France. des lettres anonymes, quoi, C'est ça. comme à l'époque, quoi. Les impôts se régalent. Je sais pas si tu avais vu cette émission, donc évidemment masquée, où le mec appelle les impôts et il dit voilà, je voudrais dénoncer quelqu'un qui gruge les impôts. Et on lui dit oui, monsieur, allez-y, je vous écoute. Hein. Donc on entend la conversation, on ne voit personne, mais c'est une vraie conversation faite aux impôts. Et le mec, dans la foulée, il dit et il y aurait combien pour moi? Et le mec des impôts lui dit 10%. Elle est pas belle, la France. Pour les gens qui vous dénoncent, quel est le prix, du coup, quelle est la mise à prix? Bah, c'est-à-dire, en fait, moi, je peux susciter beaucoup d'attention et parmi les péchés originaux, les 7 péchés, le pire, c'est l'envie. Parce que l'envie, toi, la jalousie, bon, on a peur, t'as peur qu'on te prenne ta femme. C'est logique que tu sois jaloux. Tu vois, l'envie d'être riche, ça peut exister, la cupidité, l'orgueil, tu vois. Mais l'envie, c'est que tu n'as pas envie que l'autre possède ce qu'il a. C'est le péché le plus moche de tous les péchés. C'est celui qui nous guette tous, nous. Quand tu apprends que quelqu'un remplit tout, comme à mon époque, tous les zéniths de France et de Navarre, et que tu apprends qu'il les double, il les triple, il les quadruple, tu ne peux pas savoir le nombre de mauvaises pensées qu'à ce moment-là tu reçois de toutes parts. Et comme je crois que les mauvaises pensées finissent un jour par se matérialiser, je crois que tu peux en subir les conséquences. Et alors, est-ce que l'envieuse en chef, c'est Muriel Robin, qui a quand même déclaré un truc dégueulasse, on le rappelle. J'espère que quelqu'un ne dira pas ça sur sa fille si elle se fait violer. Ouais. C'est-à-dire qu'elle n'aura pas affaire à un des personnages de mes blagues. Ce à quoi je lui ai répondu, tu sais, Muriel, je pense pas. Je pense que il n'y a pas de chauves-souris géantes qui vont emporter mon enfant de 6 ans. Je pense que ça n'existe pas. Donc voilà, puis surtout, elle nie notre amitié. C'est terrible et elle chie toute seule par terre. Et je lui souhaite juste de remanger la merde qu'elle a chiée. Pas la merde de quelqu'un d'autre, juste la sienne. Il y en a déjà suffisamment. Vous avez dit que ça faisait partie de ces connasses qui voulaient être aussi connes que les hommes. Très souvent, les féministes, elles ont un petit problème. Elles passent d'un excès dans l'autre. C'est-à-dire, elles ont envie non seulement d'être des mecs, mais d'être aussi cons que les mecs. Je connais moult lesbiennes de mes amis, et celle qui fait le garçon, elle est plus tyrannique. Franchement, j'ai envie de dire à l'autre, prends un mec, tu vois, c'est plus sympa. C'est Muriel Robin qui fait le garçon? J'imagine que oui, dans leur couple, je ne vais pas m'immiscer là-dedans. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme elle veut. C'est une menteuse et elle renie notre amitié. C'est ce qui me fait le plus de peine. Ce à quoi j'ai répondu, écoute, moi Muriel, je suis toujours ton ami. Donc c'est quand tu veux. Parce que le pardon est le seul truc qui donne le coup de sifflet final à une embrouille, ou à une guerre, ou à quoi que ce soit, ou à un conflit quelconque. La grandeur du pardon, c'est qu'il arrête le match. Et tu n'as pas à continuer à ressasser des mauvaises choses dans ta tête en disant, toi, tu peux tous les soirs voir ton ennemi accroché à un crochet de charcutier, tu te vois lui uriner sur le visage, lui chier dans la bouche, tout ça, mais ça n'éteint pas le feu, ça. Bien au contraire. Donc, le pardon est le seul truc qui efface tout. Un petit plan à 3 et ça repart aussi, on m'a dit. Ça peut faire l'affaire, éventuellement. Avec Muriel Robin, il y a moyen de négocier. Et vous pensez que c'est par arrivisme qu'elle fait ça?
Non, non, je pense que c'est par connerie uniquement. Elle est un peu bête, elle est un peu énervée, et tout le temps énervée, y compris après ses amis. Elle est un petit peu insupportable. Elle peut prendre d'une main, donner d'une main, reprendre de l'autre. Elle est assez dure, de toute façon. Je la connais suffisamment à vivre et elle est, comme on dit, très ferme avec les prix. Et je pense qu'elle subit et qu'elle récolte ce qu'elle sème, c'est tout simplement. Mais alors, vous expliquez que de cette façon-là, on devrait interdire le petit chaperon rouge pour pédophilie, la belle au bois dormant Exactement. pour agression sexuelle. Tout, c'est-à-dire qu'en ce moment, je suis en train d'écrire un sketch où je pourrais débusquer dans le petit chaperon rouge un truc extrêmement pédophile dans les trois petits cochons. Si c'est pas anti-musulman, hein, c'est quoi, tu vois, on n'a quand même pas choisi des cochons, tu vois, et ne pas dire qu'ils étaient assez cons pour se faire une maison en paille, tu vois, que le loup allait souffler en 10 secondes. Donc, reprendre toutes les fables qui sont consacrées aux enfants, qui font rêver les enfants, et qui ont un but, hein, quand même. Le but ultime, c'est de leur apprendre plutôt ce qui est plutôt mieux que ce qui est moins bien, quoi. Tu vois, le lièvre et la tortue, ça n'apprend pas spécialement la fainéantise ou l'ego du lièvre. Ça défend la ténacité de la tortue qui, quoi qu'il arrive, elle dit « moi je la fais quand même ». Et Blanche-Neige, ça serait quoi, Blanche-Neige? La discrimination Ah bah, des nains ou le... c'est la grosse partouze. Oui, oui. C'est-à-dire, il y a même un film de cul qui s'appelle Blanche-Neige et les 7 mains. Ah. Et parce que les films de cul déforment leur titre pour qu'ils ressemblent à quelque chose, tu vois. Au lieu de Terminator, et eux ils disent Pénétrator, tu vois, par exemple. Ça te rencarde sur ce qui va se passer, mais c'est vrai, ce sont des vieux pervers. Excuse-moi, Blanche-Neige, Victor Hugo, Cosette, Jean Valjean meurt puceau. Hein, c'est un gars qui a une force herculéenne, il est bon comme le pain. D'abord, il prend... J'en ai fait un sketch parce que c'est trop drôle. Mais si j'ai un talent, c'est celui-là. C'est d'aller débusquer le truc drôle qu'il y a dans une phrase normale. Jean Valjean prend 20 ans de placard pour avoir volé un pain. C'est super cher. Ça te met la pizza à perpète, quoi. Et voilà déjà une première ineptie. Puis ensuite, j'ai dit, il accompagne Cosette dans la forêt. Bon, ils sont tous les deux. Lui, il est puceau. La petite, elle est un petit peu perdue. Ne me dis pas. Hein, ne me dis pas. Tu vois, je suggère des trucs ignobles et je respecte évidemment la volonté de Victor Hugo de raconter la vie exemplaire d'un saint homme, on pourrait dire presque. Tu vois. D'ailleurs, Victor Hugo était très pervers car il allait voir des prostituées et il mettait sur son petit calepin à chaque fois avec des particularités P comme poil, F comme fontaine, enfin ce qu'elles avaient, quoi. Je ne connaissais pas cette particularité, tu me le confirmes, mais c'était quand même un sacré mec. Il écrivait quand même d'une main la légende des siècles, de l'autre côté Les Misérables, tout en niquant la bonne et en regardant la mer. C'était un c'était un serial beater. C'était un mec qui avait une puissance sexuelle formidable, qui lui était d'ailleurs envié par les gens qui le côtoyaient. Alors, Frédéric Dard disait qu'il y avait 3 types de femmes, les putes, les salopes et les emmerdeuses. Oui, je peux te dire qui c'est. Alors, qui Eh ben, c'est On sait pas. Les putes, c'est celles qui couchent avec tout le monde. Ouais. Les salopes, comme quoi c'est un grade. Salope, c'est un grade pour les filles. Se faire traiter de salope, tu dis merde, oh, je suis une salope, hey. C'est pas un cajot, c'est pas un thon, c'est pas un boudin, c'est une salope. Parce que la salope, elle baise avec tout le monde sauf avec toi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la qualifier, nous les hommes. C'est une salope parce qu'elle baise avec tout le monde sauf avec toi. Et puis t'as les emmerdeuses, c'est celles qui ne couchent qu'avec toi. Quel beau tri par 3, quel beau 3 tiers. Il a fait des femmes, Frédéric Dard. Il faut toutes les classer et Marlène Schiappa, c'est quelle catégorie alors?
Je sais pas, elle serait assez... Elle peut pas être dans les emmerdeuses parce qu'elle n'est pas mariée avec moi, mais elle doit pas être loin. Ouais. C'est-à-dire, elle doit emmerder les hommes sans baiser avec. Elle occupe deux catégories. Et en plus, elle avait écrit un bouquin qui s'appelait Les filles bien n'avalent pas. Donc on pourrait se dire, elle est plutôt du côté de Bigard, elle aime bien ça. Et pourquoi elle s'en prend à vous alors? D'abord, oui, n'avale pas en plus. La question est pas tellement d'avaler ou pas. Toi, une fois que c'est sorti, c'est sorti. Après, ça devient une satisfaction personnelle, on va dire. Mais non, non, c'est les grands, le grand conseil du producteur à la chanteuse. C'est ton chèque, mais je l'ai posté ce matin. Tu t'inquiètes pas, on verra ça au mixage. Et je te promets que je te jouirai pas dans la bouche. C'est les 3 phrases du producteur à la chanteuse. Mais non, les filles savent très bien l'effet qu'elles produisent sur les hommes, et elles en jouent pour notre plus grand plaisir. Et je baise les pieds de toutes les filles, comme par exemple Géraldine Maillet, qui a pris ma défense sur le plateau de Cyril Hanouna, qui disait laisser les femmes se faire aborder, quoi. Si les hommes ne nous abordent plus, on va faire comment? Hein? Et est-ce que vous pensez que même les féministes, peut-être en secret, regardent tous vos sketchs et se touchent dessus parce que ça les excite? Je sais pas si elles se touchent, mais il est vraisemblable qu'elles ne détestent pas l'homme que je suis. Parce que, avec leur cœur de femme, elles sentent mon cœur d'artichaut, mon gros cœur qui tâche. Un jour, c'est le fils d'Alex Métayer qui m'a dit ça. Il m'a dit, tu as un gros cœur qui tâche. J'ai trouvé ça merveilleux, parce que c'était à la fois affectueux, et de dire, putain, il ne mâche pas ses mots, mais on sent sa douceur et sa gentillesse. J'ai un côté très féminin, comme côté féminin que je trouve chez d'autres acteurs, comme Gérard Depardieu, par exemple, a un côté féminin formidable, extraordinaire. Il y a une douceur qui émane de lui, quoi qu'il dise et quoi qu'il fasse. Mais d'ailleurs, quand on vous accuse d'être vulgaire, vous dites, au contraire, vous l'assumez, vous dites le vulgaire, ça permet de dire l'indicible, de dédramatiser les petites misères, de désacraliser les hiérarchies sociales et apprendre aux malheureux à vivre de son malheur. Donc oui. En fait, être vulgaire pour vous, c'est presque une finesse. Mais bien sûr, ça l'est, et sans aucun doute, mais par pudeur, j'ai choisi ce véhicule. Là, pas la vulgarité, je dirais la grossièreté. Ça me permet de garder une certaine pudeur quand je veux dire quelque chose d'intimement vrai. Et ça peut passer par des couleurs très vives. Mais il n'empêche que Toulouse-Lautrec, qui aimait les couleurs, Dieu sait s'il les aimait, il aimait aussi les putes, et il vivait avec des putes. Et donc, il les dessinait à la fin de leur boulot, et personne n'a dessiné l'âme d'une femme fatiguée qui venait d'éponger la moitié de l'Europe. Puisque souvenons-nous qu'au début du siècle, s'il y a encore des quarts de Japonais devant le Moulin Rouge, hein, c'est parce que toutes les cours d'Europe venaient s'encanailler à Paris. La France était le pays où c'était possible. C'était aussi, pour les filles de l'époque, qui posaient nues toute la journée pour un bol de soupe, c'était aussi la possibilité de tomber, pourquoi pas, sur un prince russe qui les rendait fortunés jusqu'à la fin de leur jour. Donc, tu vois, c'était la marque de la France, la marque de notre pays, c'était ça, c'était qu'on osait, jusqu'à ce qu'on fasse chier les Brésiliens au Bois de Boulogne. Le Bois de Boulogne était une curiosité mondiale, mondiale. Tous ici, tous les petits parigots qui sont ici, quand un cousin de province il venait, on l'emmenait où? On prenait la bagnole, on dit je vais t'emmener au Bois de Boulogne. Tu vas voir, 90% des filles magnifiques que tu vas voir sont des mecs, mais c'est pas grave. Tu vois des gens s'exhiber la nuit avec un string, tu dis où est-ce qu'ils ont mis la bite et les couilles. Même en tassant bien le tout, tu te dis
c'est où, quoi. C'était une curiosité. C'est ça la vraie marque de la France, c'est qu'on a toujours été un peu paillard. Et donc, je suis un enfant français, donc je pratique comme mon père et mon grand-père pratiquaient cet humour très paillard. Tu sais que mon grand-père, tu vas comprendre pourquoi j'ai été comme ça, pourquoi je suis comme ça. Mon grand-père, quand il voyait une fille qui avait des belles jambes, il disait, regarde celle-là, elle a une belle fourche à faner les couilles. Une fourche à faner les couilles, tu vois l'image? Ah oui, oui. C'est de la poésie ou pas? Ah bah oui, mais alors la question c'est comment on est arrivé aujourd'hui dans un pays où quand une fille, quelqu'un lui touche les fesses ou même l'épaule dans le métro, elle est traumatisée à vie et elle a 2 mois d'arrêt de travail. Elle est désespérée. Elle a pas de mois d'arrêt de travail, elle va au commissariat. Ouais. Et elle porte plainte pour harcèlement sexuel. Et parfois, c'est arrivé à un de mes amis, elles se mettent à 2 ou 3 pour avoir le même scénario, pour être sûr de viander le mec qui a eu un geste, une attitude mignonne. Comment on reproche à Dustin Hoffman d'avoir pincé les fesses d'une assistante il y a 22 ans. L'autre a dit, il y a 22 ans, il m'a pincé les fesses. Je porte plainte, donc je porte plainte, tu vois. Donc, on passe d'un excès dans l'autre et ça devient terrible de ne plus pouvoir. À la sortie de mes spectacles, j'ai une 50aine de personnes qui sont prêtes à attendre 3 heures sous la pluie que je sorte, tu vois. Si une gamine de 14 ans veut faire une photo avec moi, je lui dis, viens avec ta maman. Je fais pas une photo tout seul avec toi. Parce que je me dis, attends, tu fais une photo avec une jeune fille de 13 ans, et puis dans 22 ans, elle te dit, mais quand on a fait la photo, m'a touché les fesses. On vise, on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et en plus, on n'a aucune pitié pour des mecs qui peuvent être un peu dans la misère sexuelle, qui s'y prennent un peu mal, un peu dragueurs lourds, quoi. C'est ça aussi, les frotteurs. Bien sûr, c'est-à-dire... Bien sûr. L'idée, simplement, d'accepter que le sexe existe dans notre République, si tu veux, c'est une idée majeure. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à Sarkozy que je le soutenais. Un coup, j'ai déjeuné, là, je te donne un scoop, hein. J'ai déjeuné avec Laurent Baffy à l'Élysée, était ministre de l'Intérieur à l'époque, et je lui ai dit, pourquoi est-ce qu'on ne rouvre pas les maisons closes? Il a eu une seconde, et puis il m'a dit non. Mais pourquoi non? Pourquoi non? Pourquoi est-ce qu'on nierait qu'on a tous les uns les autres besoin de sexe? Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, comme des tas de pays, je ne parle même pas du Brésil, hein, où là c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, mais regarde en Suisse, chez nos amis suisses, ou en Belgique, ou en Hollande, tu as des maisons qui sont tenues et qui n'embauchent que des gens qui gagnent leur vie en faisant du sexe. Mais qu'est-ce que fait une fille qui va au VIP, dans le carré, VIP, du VIP, où elle ne paye rien, où on leur offre une bouteille de champagne, si ce n'est pour servir d'appât, pour pas que... Merde, j'ai un coup de fil de ma direction. Ah, c'est pas grave. C'est mon Une fille coin-coin. qui vient ici pour voir Bigard à 2 cm aussi, on pourrait se dire. Pardon? Qu'est-ce que fait une fille qui vient ici pour voir Bigard à 2 cm Ah, là oui. Oui, ben, c'est tout. Attends, je l'éteins. C'est mon amour de ma vie. Sa sonnerie, c'est un coin-coin. Ah, Oui. c'est un scoop, ça aussi. Que c'est un coin-coin, je sais Oui. que c'est ma femme. Et pourquoi coin-coin? Ben, c'est mon petit coin-coin. Ah, d'accord. Hein, et je t'emmerde, pas mal. Bon. Non, mais pourquoi est-ce qu'on n'appelle pas un chat? Pourquoi est-ce qu'on a un de nos présidents qui est mort entre les jambes d'une pute, quand même? Tu vois, faut cesser de se dire non seulement qu'on n'y pense pas ou qu'on n'en a pas besoin. C'est tellement humain. Regarde, par exemple, le rire. J'ai été dans une abbaye, il y a une semaine, faire une retraite de 2 jours. Une retraite de 2 jours. Sans dire un mot. C'est ça qui a été lourd pour moi. Parce que moi, je parle, tu vois. Même si j'ai la voix déchiquetée,
j'ai tendance à utiliser la parole pour m'exprimer, pour attirer l'attention, pour recevoir de l'amour. Là, rien, pas un mot. Et dans cette abbaye, j'ai parlé avec des moines et des prêtres. Évidemment, comme j'étais un invité, l'invité vedette du week-end, j'ai dit, mais parlons un peu du rire. Pourquoi? Est-ce que le rire, il y a quelques, pas siècles, hein, quelques dizaines d'années, était encore considéré, comme il y a 1000 ans, de satanique. Le rire était la perte du contrôle. On n'aurait pas imaginé, avant que c'était Boris Yeltsin et Bill Clinton, tu te souviens? Ils ont une crise de rire, tous les deux, devant les caméras du monde entier. Ils se tapent dessus de rire, ils ont une barre de rire tous les deux. Vous ne pouvez pas imaginer ça, il y a un siècle, tu vois. Le rire était censé être malin, inspiré du ricanement du diable. Mais ce n'est plus le cas. Et il m'a répondu, il était très instruit et très malin, mais il m'a précisé que dans la Bible, on parle du bon rire. Et puis du rire qui est juste méchant, par exemple. On peut être très méchant, hein. En faisant rire, on peut être même extrêmement méchant, où tout d'un coup, on peut faire énormément de mal à une personne, par exemple, qui souffre d'un handicap quelconque, et de traîner cette personne dans la merde, lui, il ne va pas rire, mais ça va lui poignarder le cœur. Donc, il y a ce rire-là qu'il faut impérativement éviter. La mission pour moi, humoriste, étant de faire passer le meilleur moment possible à la plus grande majorité. Mais alors, en préparant cette émission, je me suis posé une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas un malentendu ou même une arnaque? C'est-à-dire, tout le monde pense que Bigard est le roi des beaufs. Et... Et il reveut du blanc. Ah, il reveut du blanc. Ça fait une très bonne transition. Et en fait, oui, Bigard serait pas du tout beauf. Je pense pas, non. Je vais demander de ramener du blanc. Oui. T'as mis play? Allez. C'est intéressant cette question. Oui. Mais, et notamment... Est-ce que Bigard est un beauf? Est-ce que le clown au cirque qui fait hurler de rire les enfants avec un ballon juste qui pète, quoi? Et voilà. Merci, mon costaud. C'est comment ton prénom? Karl. Karl. Karl, tu vois, j'aimais pas ta gueule au début. Et maintenant, je t'adore. Mais on voit notamment ça, votre visite avec le pape. Il faut que vous nous racontiez ça, c'est énorme. Bah oui, c'est-à-dire, en l'occurrence, je fréquente un peu Nicolas Sarkozy, que j'aime bien, je trouve que c'est le candidat idéal. Et donc, je lui file un coup de main. Et il m'emmène avec la délégation française. Il m'emmène pas à Roland-Garros, toi. Hein. Il m'emmène voir le pape, découvrir avec la délégation des fouilles qui sont sous la chapelle Sixtine, qui est une motte de gruyère avec 12 étages en profondeur, où il y a des caveaux, des trucs et tout. Ces fouilles étaient mises à jour au moment où j'y étais, et la délégation a été autorisée à visiter ces fouilles où on venait de découvrir, par un morceau de mur cassé, le premier tombeau, vraisemblablement de Saint-Pierre, avec les 4 colonnes, en plus petit, qui sont représentées en énorme, au-dessus, dans la chapelle Sixtine, avec vraisemblablement des restes de Saint-Pierre. Comme tu le sais, les restes étaient éparpillés à cause des pillages. Donc, voilà, Jean-Paul II avait des restes de je ne sais plus qui. Quand il allait pas bien, il aimait bien les avoir avec lui, tu vois. Il pensait que ça le protégeait, tu vois. Donc, d'abord, c'était magnifique. Ce que j'ai trouvé hilarant, 2 choses, c'est que dans la salle d'attente du Premier ministre, du pape, puisque c'est le souverain d'un État, une table de 25 mètres avec autant d'encriers, de buvards, tu vois. Et nous, la délégation, d'abord, il y a un mec qui arrive, on se fait engueuler parce qu'on parle trop fort entre nous.
Il y a un mec avec la ceinture violette qui arrive, il dit « Oh, c'est fini la récré, là? C'est pas une récréation ici, toi ?» Et dans cette même salle, moi qui me suis baladé avec mon portable en l'air pour photographier les plafonds et toutes les tentures millénaires qui sont là. Et là, sous une tapisserie millénaire, elle aussi, t'as le ballon de la Juve et une Ferrari en miniature. Et tu te dis, putain, ils ont de l'humour, quoi. Tu sais que quand il y a un match, quand la Juve elle joue, on décale la messe quand même. Voilà des mecs qui ont tout compris, tu vois. Et ça m'a beaucoup, évidemment, amusé. J'ai appris plein de choses. La délégation, nous étions 14. Il y a 14 mecs qui arrivent avec des colliers. Tu vois le chambellan dans Cendrillon. Tu le vois, le chambellan avec tous les colliers, les médailles. Ça, multiplié par 14, et 14 Mercedes 600 coupés AMG. Tu vois, ça coûte 200 000 balles le bout. Ils arrivent chacun dans une voiture et ils t'accompagnent, bras dessus, bras dessous. Tu ne dois parler qu'avec ton interlocuteur. Il n'y a pas de conversation à bâton rompu avec tout le monde. Hein. Et on t'explique le protocole. C'est-à-dire, il y a 2 colonnes, suite gauche, après suite droite. Suite gauche, suite droite. Et vous échappez, vous, par ici, et vous, par là. C'est comme une chorégraphie, tu vois, de comédie musicale. Et donc, arrive mon tour. Il y a des ministres, il y a des académiciens, il y a l'abbé des voyous, tu sais, comment il s'appelle, le père qui a le blouson clouté, le perfecto clouté. Vous allez me le retrouver, le nom? Oui, on le mettra en bandeau. Oui, l'abbé... Enfin, bref, bon. Et voilà, qui a remis une soutane pour l'occasion. Il était en perfecto, il a remis sa soutane. Et arrive mon tour. Le protocole, c'est que tu prends... Enfin, le Saint-Père te tend l'anneau, tu baises l'anneau et tu te barres. C'est tout ce que tu as à faire. C'est pas très compliqué. Je fais ça, je baise l'anneau du Saint-Père et Sarko, il a une main sur l'épaule du Saint-Père. Pas plus familier que ça, quoi. Et une main sur mon épaule. Et il se met à dire au Saint-Père, vous savez, c'est un homme qui a rempli le Stade de France. Comme si le Saint-Père, il en avait quelque chose à branler, tu vois. Et alors, lui, le Saint-Père me fait comme les chiens sur la plage arrière de la bagnole, c'est fait ça, en souriant, et il se lance, il me présente comme un très gros donateur français, le plus gros donateur individuel, ce qui est le cas. Donc je suis très fier. Je suis très fier de ça, parce que c'est vrai que je paye de ma poche des trucs. Voilà, bon, je suis à l'intérieur un homme de Dieu, disons. Je présente comme un homme de Dieu. Et le Saint-Père félicite à nouveau. Et là, il enchaîne en disant, mais, 3 petits points, c'est un homme qui fait rire les gens, mais très... Et après le trait, j'ai vu passer tout le dictionnaire. Le Larousse, en 12 volumes, entièrement. Le trou noir. Et ça a fini par très franchement. Donc ça m'a fait rire. Et quand je suis redescendu, toute la presse italienne s'est jetée sur moi pour savoir pourquoi j'avais passé 5 minutes chronomètre en main avec le Saint-Père. Alors que personne en Italie ne sait qui je suis. Mais alors, il y a aussi d'autres choses, par exemple, tous les soirs, vous récitez des mantras, vous avez une statue de la Vierge, une représentation de Ganesh dans votre chambre, vous mettez de l'encens, vous êtes une sorte de maître zen, en fait. Je pense, oui, enfin, en tout cas, j'ai un maître indien qui me remplit de bonheur, parce que toutes ces paroles sont imparables, tu vois, aucune faille
dans ses discours et tout. Il a été le maître des maîtres. Il a rendu son âme à Dieu il y a quelques années. Et voilà, il se trouve que le soir, j'écoute chanter ce maître indien qui chante des mantras, le chante lui-même, donc, et je m'endors avec ça, je me réveille avec ça. J'ai une prière du soir et j'ai une prière du matin. Comme je suis un peu soupolé, ma femme te dira caractériel, carrément, sûrement un petit peu soupolé et impulsif, tu vois. Donc je fais une prière avant de dormir et je fais une prière en me réveillant le matin. Fidèle à cet ami physicien que je connais et que j'ai la chance de connaître, qui est un physicien hors pair, sûrement unique au monde, qu'il prétend que la nuit, nous sommes en contact avec notre double et que nous envisageons pendant quelques minutes, pendant la nuit, des milliards de futurs potentiels pour notre vie du lendemain. Des milliards de futurs potentiels. Et qu'on ne peut pas le lendemain actualiser un autre futur qui n'ait pas été envisagé pendant la nuit. C'est énormissime. Ça veut dire que plus tu t'endors avec de bonnes pensées, plus tu as la chance le lendemain d'actualiser des futurs qui étaient potentiellement prévus pendant ton sommeil. Donc, en fait, influencer son futur. Ça commence bien. Imaginez la pute du lendemain, tu sais. Son futur. Non. Son futur. Non, imaginez que ton futur sera le plus agréable possible. Alors, je vais te les dire. Ma prière du matin, c'est « Seigneur, je renais du sommeil et je suis déterminé à entreprendre toutes les tâches de ce jour en te les offrant à toi, qui es toujours présent aux yeux de mon esprit. Fais que je ne blesse personne et que personne ne me blesse. Daigne me guider et me diriger tout au long de cette journée. » Ça te semble très con, hein, j'ai vu dans ta gueule. Pas du tout. Et ma prière du soir, c'est « Seigneur, les tâches de ce jour sont maintenant accomplies. C'est toi qui m'as fait me mouvoir, parler, penser et agir comme je l'ai fait. Alors, je dépose toutes mes paroles, toutes mes pensées, y compris les conneries que j'ai dites, à tes pieds. Je te prie, maintenant, accueille-moi, je reviens vers toi. » C'est-à-dire de remettre à Dieu tout ce qui a été fait, puisque le matin, tu lui as dit « Daigne me guider et me diriger ». Ça paraît tout con, mais ces deux prières influencent ma vie de tous les jours. J'en suis absolument sûr et certain. Et je pense, comme mon ami physicien, qu'une mauvaise pensée, tu vois, une haine envers quelqu'un, c'est un couteau qui est lancé. Et ce couteau, il n'est pas perdu. Quelqu'un va prendre ce couteau et peut-être va tuer quelqu'un avec. Tu vois, une mauvaise pensée n'est jamais perdue. Au même titre que je pense qu'une bonne pensée n'est jamais perdue. Une bonne pensée voyage dans le temps. Tu donnes un sourire. Pense à donner un sourire sincère à quelqu'un. Ça ne t'enlève pas ton sourire. Tu l'as toujours. Et pourtant, tu l'as donné. Et ce sourire donné va inciter l'autre à donner un sourire à quelqu'un d'autre. C'est la multiplication des pains. C'est le bonheur qui se diffuse par l'amour de Dieu, puisque Dieu est amour. Ma question après va paraître très terre à terre. Je sais, maintenant tu vas me parler. Maintenant, on d'un sait plus de truc quoi parler. Vas-y. Alors, je sais même pas si j'ose poser ma question. Tant pis, vas-y, Tant pis. lâche-toi. Commençons. Alors, ma question c'est à propos de religion. Oui. Vous étiez contre l'adoption d'enfants par les couples homosexuels. Est-ce que vous l'êtes toujours? J'ai été dans l'esprit de dire que
pour avoir eu une maman et un papa aussi qui était chaud, une maman qui était aimante, je me suis régalé de ce bonheur et de la différence qu'il y avait. Maman, elle fait des câlins et puis papa, il donne des ordres. Et on ne le conteste pas. Et j'ai pensé juste à l'enfant. Peut-être que je saurais. Moi, avec humour, je dis, c'est les deux mecs, tu vois, qui ont adopté un enfant, et puis il y en a un, il est sous la douche, avec donc un de ces deux pères, et il lui dit, t'as une grosse bite, papa. Et son père, il dit, attends, t'as pas vu celle de ta mère? Et ça me fait rire, et en même temps, ça m'interpelle aussi un petit peu. Et si nous sommes différents, les hommes et les femmes, c'est certainement parce que nous sommes complémentaires. Et que je doute de la complémentarité, tout simplement, entre un homme qui serait la mère et un homme qui serait l'homme. Oui, vous disiez même quand on racontera un jour le prince charmant embrassera le prince charmant. Oui, bien sûr, oui. Bah, bien sûr, après j'ai essayé pour défendre ça, d'essayer de passer par l'humour, par la rigolade, tout à fait. Mais voilà, c'est peut-être profondément ancré dans mon judéo-christianisme à la con, je sais rien, pourtant j'ai pas été élevé comme ça, quoi. Disons que si je me mets à la place d'un enfant, je me dis qu'il est plus souhaitable qu'il ait une maman et qu'il ait un papa. Tu vois, par exemple, si tu me parles de la corrida, je vais faire la même chose. Je vais dire un truc qui va plaire à personne, hein, mais tant pis. Je vais dire, si tu manges pas de viande, tu peux être contre la corrida. Mais sinon tu fermes ta gueule. Tu comprends? Ou tu te mets à la place du taureau. Tu as deux solutions. Imagine, tu es taureau. J'ai été élevé à la campagne. Et vers l'âge de 6 mois, 7 mois, le vétérinaire, il arrive avec une grosse tenaille, prend les couilles, coupe les couilles, à vif. Et après, il te met un coup de pied dans le cul pour que tu repartes dans le truc. Et tu vis à la tâche avec une chaîne de 50 cm jusqu'à ce que tu fasses 300 kilos. Et ensuite, tu montes péniblement en ayant les hanches qui se déboîtent dans la carriole qui t'emmène dans un abattoir où tu vas mettre 24 heures à mourir. Tu vois. Premier scénario. Deuxième scénario. Tu es élevé en pleine liberté. Ta race tout entière n'existe plus s'il n'y a pas d'éleveur, de taureaux de combat. Tu vis en pleine liberté. Si jamais tu te frites avec un de tes collègues et que tu te casses une corne, ton propriétaire, il pleure. Tu arrives, tu fais entre 400 et 500 kilos, pleine forme. Et tu meurs en combattant, en 10 minutes à peu près, dans l'arène. Moi, je te réponds, je préfère être un taureau de combat. Parce que l'autre scénario, ça n'est que torture et souffrance du début jusqu'à la fin de ta vie. Alors si tu manges de la bière, si tu manges de la viande, de la bière, si tu manges... Bon, je vais arrêter le blanc. Si tu manges de la viande, tu vas te faire enculer. Et tu gueules pas après ça. Si tu es végétarien, d'accord, tu dis, on fait un spectacle de la mort d'un animal, oui, c'est exact, mais c'est certainement l'endroit où l'homme prend le plus de risques face à l'animal. Je suis tombé amoureux d'un torero que j'ai vu. D'abord, il a une cicatrice d'ici jusque-là qui lui a ouvert en deux. Il y a la corne d'un des taureaux qui lui a ouvert le visage en deux. Il s'appelle Frasquello, je ne sais pas s'il est encore de ce monde. Mais que tu le vois faire, tu te dis, il laisse toutes ses chances au taureau. Et tout d'un coup, tu as du respect pour le mec qui affronte, puisque l'idée de la corrida était au départ
de sélectionner des hommes qui avaient suffisamment de couilles pour se mettre en face d'un taureau, hein, quand même. C'était ça, l'idée de départ. Donc, évidemment, je suis un petit peu divisé. Je parle, encore une fois, pas pour les végétariens, mais pour ceux qui mangent de la viande. Je les invite à passer un jour ou deux à l'abattoir. Et puis ensuite, on reparlera de tout ça. Mais alors, ce qui est incroyable aujourd'hui, j'ai l'impression, c'est que les femmes se mettent à faire du bigard. Parce que Ouais. ces derniers jours, on n'a jamais vu autant de nanas parler de leurs règles, parler de leur caca, de la discrimination de leur paix. Blanche Gardin, Oui. Blanche Gardin, et c'est mon alter ego au féminin. Et c'est tout à fait normal. Nous sommes aux deux extrêmes en étant à peu près les mêmes personnes, avec le même cœur, j'imagine. Et il y en a un qui est conspué, c'est moi, et elle est idolâtrée, c'est elle. C'est tout. Est-ce que vous faites des réunions secrètes le soir avec Blanche Gardin, des réunions de coordination? Non, rien du tout. De tout ça, je l'ai jamais côtoyé, je l'ai jamais salué, je l'ai jamais approché, mais quand elle a reçu son Molière, je me suis dit, tiens, j'en ai reçu un moi aussi, un petit peu. Je me suis dit qu'il y en avait un petit bout qui était pour moi, puisque passer dans les oubliettes, être rejeté par tous les gens qui te donnent la carte ou pas. Tu as la carte ou tu n'as pas la carte. Moi, je ne l'ai pas. Je ne l'aurai jamais. Mais j'en suis assez fier, parce que les médailles, quand j'en veux une, je la fabrique, la médaille, je la mets dans le magasin, je la vends très cher. Après, je retourne chez moi, je mets mon plus beau costume et je vais acheter la médaille hors de prix que j'ai payée et je me la mets sur ma boutonnière. Tu vois ? Et est-ce que ce qui est pas terrible, c'est que l'humour devient communautaire. C'est-à-dire que Blanche Gardin peut faire ses blagues uniquement car elle est une femme. Et il faut être juif pour rire des juifs, il faut être noir Oui, pour oui, rire des exactement. noirs, Oui. il faut être une chauve-souris pour rire des chauves-souris. Mais alors vous Oui, êtes bien quoi? sûr. Eh bien, c'est ça, ce cloisonnement ne permet plus à personne que de rester dans un couloir de plus en plus étroit. Notre liberté est restreinte comme une peau de chagrin chaque année. Et c'est bien dommage, parce que je pense que si on tue virtuellement tous les humoristes, je pense que l'humanité ne survivra pas plus qu'après la disparition de la dernière abeille, comme nous l'a prédit Einstein. Mais alors, Polémise. on pourrait presque imaginer d'une certaine façon une beauf pride, une bigard pride, parce que la seule communauté qui n'a pas de pride, parce qu'il y a les gay pride, les afro pride, la seule communauté qui n'en a pas, c'est bigard. Eh ben, je suis certainement ce chef de file, Ouais. et je pense que au lieu de peuple ou beauf, je dirais plutôt entre peuple et beauf, je dirais peuple. Ouais. Et le peuple, tu peux pas savoir, depuis les choses qu'on me fait subir depuis janvier, je n'ai jamais eu autant de personnes dans la rue qui me lèvent le pouce en disant « Reste debout, ne meurs pas s'il te plaît ». Parce que je suis forcément la figure de proue du navire. Les féministes doivent d'abord me tuer, on doit couper la tête du serpent. Mais qu'ils fassent attention, parce que c'est un jeu très dangereux de couper la tête de ce serpent qui, en fait, n'apporte rien d'autre que le serpent de la Bible, qui apporte la connaissance. Très souvent, Shiva est représenté par des serpents en dessous de lui qui le protègent. Mais, oui, j'ai envie de dire à l'humanité tout entière que je suis plus un porte-parole du peuple que un beauf qui ferait partie d'une minorité lamentable de la masse grouillante et inculte. Mais alors, est-ce que en fait le vrai leader des Gilets jaunes, le leader secret, c'est pas vous? C'est sûrement moi. C'est ça? Mais sérieusement, Ouais. là, tu me le dis, j'aurais jamais osé dire un truc pareil. Mais quand je travaille pour eux, quand j'ai les couilles d'être avec eux et de rester avec eux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été un peu avec eux, puis qui finalement se barrent, tu vois.
Il y a eu beaucoup de résistants pendant la guerre quand les Boches sont partis. Hein. Mais avant, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient les couilles de le faire. Et les plus courageux, souvent, sont morts, d'ailleurs. Hein. Mais c'est vrai, moi, je suis un vrai représentant du peuple. Je vais te dire, je ne sais pas si c'était prévu, cette question, dans ton truc, mais pourquoi est-ce que je suis sur une des listes de Marcel Campion? C'était la question suivante. Oh, génial. Décidément que... Tu vois, incroyable la coïncidence. Incroyable. Écoute-moi, parce que, d'abord, il ne représente aucun parti, il n'a pas de carte. Ça m'intéresse énormément d'être avec un mec qui n'a pas de carte, qui représente le peuple. Et j'ai vraiment pris le truc à cœur. Hein. C'est-à-dire que je fais des réunions, j'en fais une demain matin d'ailleurs, et moi je veux m'élever, peut-être tout seul au départ, mais il y a tellement de choses que j'ai démarré tout seul. Tellement de fois on m'a dit, va pas là-dedans, tu vas te faire massacrer. Tellement de fois j'ai dit, si, je vais le faire quand même. Sinon j'aurais jamais fait le Stade de France par exemple. Hein. Mais je m'élève contre un truc, c'est que le maire de Paris, comme dans toutes les grandes villes françaises, n'est pas élu. Le maire de Paris n'est pas élu par les Parisiens. Ça me révolte. Il est élu par des conseillers. Il y a un certain nombre de conseillers dont une grande majorité sont pour Anne Hidalgo. Ça veut dire, où est la démocratie? Là, je suis en colère. Si on fait voter les Parisiens, il y a 2 141 000 Parisiens. Si on les fait voter, Anne Hidalgo fait 10%. C'est-à-dire, elle est en dernière position, elle est repoussée, elle est exécrée par les Parisiens. Oh, c'est nous les Parisiens. Et elle va repasser. Et on va se retaper 5 ans. Une personne qui est conspuée par l'ensemble du peuple dont je fais partie. Le peuple et les gilets jaunes. Donc cette personne n'a rien à foutre, elle ne peut pas être systématiquement reconduite, puisqu'elle a 10% des voix. Et moi, je vais faire une pétition. Mon rêve, ce serait que cette pétition soit signée par 1 million de Parisiens, défendus à l'Assemblée nationale pour dire, on fait quoi? On fait quoi? C'est qui commande? C'est le peuple ou c'est les gens qui sont déjà d'avance à la solde de la personne qui va être éternellement reconduite? Mais alors, même sur... Voilà pourquoi je suis avec mon ami, qui est mon ami Marcel Campion. Mais alors, même sur plein de sujets politiques, politiques, par exemple, je sais pas, l'alcool, l'alcoolémie, le fait, par exemple, de plus pouvoir fumer, vous avez été précurseur, car vous avez été le premier dans des sketchs à dénoncer tout ça, toutes les restrictions de la liberté. Et est-ce que, parce que je sais que vous allez arrêter le one-man show, est-ce qu'on pourrait imaginer, à terme, un Bigard qui serait quasiment candidat, vraiment? Oh, je suis... Mon prochain livre, je vais te dire, c'est un scoop encore. Mon prochain livre, j'ai eu l'idée il y a 15 jours. Tu vois les dictionnaires français-anglais, français-espagnol, français-portugais. Moi, je vais faire, mon prochain livre, c'est un dictionnaire français-bigard. Ça va être énorme. On va pouvoir ouvrir ce livre et entendre la phrase normale et ma traduction en bigard. Les gens vont se régaler et je serai certainement une nouvelle fois, je l'espère, sauf si on me tue avant, être cette bouffée de liberté qu'a le clown, le rire. Tu vois pourquoi le bouffon du roi avait, contre toute la cour et tous les autres représentants du pouvoir, avait le droit d'ouvrir sa gueule, c'est que tous les rois qui nous ont précédés ont compris qu'il fallait au moins que quelqu'un, il fallait au moins qu'il y ait une personne qui dise excuse-moi, connard, il y a une tache là sur la robe. Il risquait sa vie à chaque fois. On pouvait lui couper la langue, le torturer ou le tuer. Mais on respectait cette position. La position du fou qui, contre tous les autres, a le droit, même s'il froisse le roi divin,
Il a le droit d'ouvrir sa gueule, tu comprends? Et on a eu ça. J'ai récupéré, c'est une anecdote, mais je te le dis quand même, j'ai récupéré d'un seigneur vendéen qui avait donné son théâtre à la République. C'est que les Vendéens étaient très proches du peuple, ils étaient tout l'inverse de la branlette versaillaise, tu vois. Il apprenait à lire, à écrire à son peuple. Il avait souvent qu'un seul habit. On disait une fois par mois, tu le vois pas parce qu'il lave son habit. Et donc en Vendée, je saurais pas te dire la ville, je m'en souviens plus, mais il avait laissé le règlement du théâtre. Un règlement donc qu'aurait aujourd'hui pas énorme, hein, 120, peut-être 130 ans. Dans ce règlement, il est marqué « Les filles de mauvaise vie sont priées de se tenir aux endroits qui leur ont été assignés. » Ça veut dire, les filles de mauvaise vie, c'était donc les putes, qui étaient donc reconnues comme existantes. Elles existent, les putes, putain. Qui a jamais appelé une pute? Qui a jamais payé une pute? Tu vois. Mais, comme on les appelait les dames qui fument, parce qu'elles avaient tendance à fumer la cigarette ou même le cigare, et les théâtres, ce sont des allumettes, quoi. Si le feu, il prend, avec les cintres, ça prend en quelques secondes, le théâtre brûle. Donc, les filles de mauvaise vie étaient priées de se tenir aux endroits qui leur ont été assignés. Donc, on leur réservait un endroit, on les parquait, et ensuite, elles étaient distribuées. Tu sais, les théâtres à l'italienne, tu vois, c'est-à-dire, tu as la petite loge, où tu as accès au plateau, tu vois le plateau, tu vois surtout la personne qui est en face, parce que les gens venaient pour se regarder les uns les autres, et qui est séparée en deux avec un petit rideau, avec derrière 2 putes et une bouteille de vin. C'était ça quand même. On allait au théâtre, on buvait un coup et on se faisait sucer à l'occasion, derrière. Mais ces femmes de mauvaise vie, elles étaient représentées, reconnues. Elles étaient qualifiées, mais leur existence était possible. Ben, Saint-Augustin disait exactement la même chose, parce qu'il disait que dans chaque palais, il fallait qu'il y ait un cloaque qui permette aux gens de respirer, de baiser, de faire ce qu'ils voulaient. Oui, c'est possible, mais Saint-Augustin, il était formidable. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais, Ah non mais il a dit énormément de choses, notamment sur la philosophie du un. Je sais pas, je montre ça. Ouais. C'est-à-dire que nous sommes une seule et même personne, tout l'univers. Et alors, vous avez une phrase aussi géniale sur les extrêmes, parce qu'évidemment les gens qui parlent des gilets jaunes peuvent se demander pourquoi pas les extrêmes. Vous dites c'est comme un thermomètre, on se le prendra dans le cul. Ouais. Oui, c'est-à-dire, je parlais de Jean-Marie Le Pen comme ça, je disais, le Front National monte en fonction de la colère du peuple. C'est un thermomètre, et comme tous les thermomètres, un jour on va se le prendre dans le cul. C'était une bonne image, je trouve, parce que tu vois, tous les pays d'Europe se droitisent, s'extrême droitisent, et que on y va, tu vois, l'Autriche, notre belle Suisse romande est beaucoup plus allemande que romande, et que on va sur des régimes plus durs, plus totalitaires, parce que à force d'en avoir marre, les gens vont finir par voter pour la matraque. On dit, bah tiens, on va voter pour lui, il va claquer tout le monde. Et c'est ce qui risque très fort, en tout cas, on y va tout droit, ce qui risque très fort de nous arriver. Et pour finir, si vous rencontreriez Macron, vous lui diriez quoi? Je lui dirais, tu n'as pas écouté le peuple. Tu as fait la pire des choses. C'est pas que tu l'aies méprisé, c'est que tu l'as ignoré. Parce que ne pas répondre, c'est la pire des insultes qu'on puisse faire au peuple. Et si tu n'entends pas la colère du peuple, ne t'étonne pas un jour de dire est-ce que c'est une révolte? Et à ce moment-là, on te dira ce n'est pas une révolte, sire, c'est la révolution. Tu t'entendras peut-être dire que en 1789, le 4 août,
on a été un des premiers pays devant la terre entière à abolir les privilèges. Et puis, quelques centaines d'années plus tard, aujourd'hui, les privilèges sont revenus, multipliés par 400 000. Donc, il faut recommencer. Recommencer, c'est le peuple qui défonce tout. Ça sera pas les têtes au bout des pics, mais ça sera pas loin. Jean-Marie Bigard, merci beaucoup. On était ravis de vous avoir accueilli dans cette émission des Clochards Célestes. Merci les gars, merci d'avoir des couilles et de l'humour. À très bientôt, salut et fraternité.